1945. L'ensemble du territoire français est enfin libéré, après 5 années de guerre et d'occupation. L'enthousiasme de la victoire ne parvient pas longtemps à faire oublier toutes les plaies du conflit. Les trahisons, les rivalités et les règlements de compte, évidemment, mais surtout les terribles destructions infligées au pays pendant ces sombres années. Des dommages presque irréparables. La ville est complètement détruite à 95%. C'est des guerres absolues, donc on ne cherche pas à épargner qui que ce soit. Successivement, la France a subi l'invasion allemande, les sabotages et les représailles, les bombardements américains et anglais pour affaiblir l'occupant, puis préparer les débarquements de Normandie et de Provence, les dynamitages opérés par les Allemands pour protéger leur fuite et retarder l'avancée des Alliés, et enfin, plusieurs mois de combats au sol particulièrement violents pour libérer le pays, ville par ville, du nord au sud, d'ouest en est. Sur l'ensemble du territoire, il y avait des destructions. Il n'y a à peu près rien qui tient en fait. Partout en France, on trouve des voies de chemin de fer coupées, des ponts engloutis, des gares détruites. De nombreuses villes sont réduites en cendres, anéanties. Les scènes de désolation et de dévastation sont tragiques. Il y avait quand même un Français sur 8 qui était déclaré sinistré. On compte à peu près de 5 200 foyers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé les leurs. Une fois la guerre finie, il faut reloger les sinistrés, reconstruire les villes, tout remettre sur pied. Un travail titanesque. Alors des forces extraordinaires vont se déployer partout en France. En 10 ans seulement, le pays va se redresser. C'est un mouvement fondateur, le mouvement de la reconstruction en France. C'est la renaissance au sens propre du terme, après une guerre destructive et moyenâgeuse. Pour sortir des ruines de la guerre, les ingénieurs et les architectes ont dû chercher de nouvelles solutions, inventer de nouvelles formes, reconstruire selon des techniques inédites et innovantes. De leurs travaux et de leurs visions sont nés certains des plus beaux monuments de la France moderne. Un temps rejetée, cette architecture est aujourd'hui célébrée à travers plusieurs villes, comme Royan, Marseille, Brest ou Le Havre, qui est maintenant inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Une consécration ultime qui vient célébrer cette grande aventure, folle et ingénieuse, tragique et enthousiasmante, de la reconstruction de la France. La grande tâche, la tâche sacrée, la tâche nationale s'appelle la reconstruction. Unis autour de celui qui dirige et anime cette reconstruction, les Français ont relevé leur manche. Demain, avec de nouvelles pierres, de nouveaux outils, de nouvelles équipes, c'est une France rajeunie et plus forte qui se tournera vers l'avenir. « 10 mai 1940. Les chars et l'aviation allemande se lancent à l'assaut de la France. C'est la Blitzkrieg, la guerre éclair. C'est aussi le début d'une longue litanie de destruction sur le sol français. Les villes sont les premières cibles. Il faut absolument s'en emparer. Sedan, Cherbourg, Rouen, elles tombent une à une. Partout sur le territoire, du début à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, les villes vont être l'enjeu majeur des attaques, des sièges, des conquêtes comme des bombardements. Par rapport à la guerre de 14, les bombardements étaient ciblés sur les villes pour plusieurs raisons. Des raisons de stratégie militaire, puisque bombarder une ville, c'est atteindre les lieux de production, c'est atteindre les usines. Donc en fait, c'est toute l'armature urbaine des grandes villes, donc des villes productives, des villes peuplées, des villes où il y avait toutes les fonctions urbaines, culturelles, économiques, etc., ont été touchées. Sur les 17 villes françaises de plus de 100 000 habitants, 15 sont touchées par les destructions. Et pour les villes de plus de 50 000 habitants, le bilan est presque aussi terrible. 21 sur 39 sont réduites en ruines. En tout, 1800 communes sont déclarées sinistrées,
c'est-à-dire détruite à plus de 75%, aux 3/4. Brest, en Bretagne, est à ce titre une des villes les plus emblématiques. Elle a été bombardée 200 fois durant ses 1500 jours d'occupation, 200 fois en 4 ans, et ceci dès le début de l'invasion. Brest est d'abord pilonnée par les Allemands, qui vont s'emparer du port le 19 juin 1940, le lendemain même de l'appel du général de Gaulle. Dans l'arsenal militaire de la ville, ils installent leur redoutable flotte de croiseurs, prêts à partir à l'assaut de la Manche et de l'Angleterre, la prochaine bataille. Les Anglais ne peuvent pas laisser faire, et ils lancent dès les premiers jours leurs bombardiers sur Brest. Les bombardements se font à haute altitude. Ils sont peu précis et n'épargnent pas le centre-ville, situé exactement entre le port commercial et l'arsenal militaire. Ce sont près de 4000 tonnes de bombes qui sont lâchées sur la seule ville de Brest, soit quasiment la moitié de toutes celles déversées sur l'Europe par les Alliés cette année-là. Et ce n'est que le début, car les Allemands y entreprennent très vite la construction d'une des plus grandes bases de sous-marins de l'Atlantique. Le bunker qui l'abrite est le plus grand jamais construit à l'époque. En construisant cette base à Brest, les Allemands s'assurent une ouverture sur l'Atlantique afin que leurs sous-marins puissent aller couler le maximum de bateaux, de convois, de ravitaillement des Anglais. Alors c'est une gigantesque base, c'est ni plus ni moins qu'un parallélépipède de béton gigantesque, 500 000 mètres cubes de béton qui vont être coulés en 500 jours et nuits, puisqu'on coule le béton sans arrêt. Et dans cette masse, on va aménager 15 alvéoles capables d'accueillir à peu près 24 U-boats. Ces sous-marins allemands, les U-boats, partent de Brest pour torpiller les navires américains qui ravitaillent l'Angleterre. La base devient alors une cible prioritaire. Pas moins de 82 bombardements vont la viser spécifiquement, sans épargner, évidemment, le centre-ville tout proche. Ils font parfois mouche, mais parmi des dizaines de milliers de tonnes larguées, 5 bombes seulement parviendront à ébranler l'épais blindage du bunker, perçant ses 6 mètres d'épaisseur de béton, sans même réussir à atteindre un seul des sous-marins qui s'y abritent. En août 1944, après 4 années d'occupation, la ville est assiégée par l'armée américaine. La libération semble proche, mais Brest va souffrir jusqu'au bout. La prise de Brest va se faire par le biais d'un siège extrêmement violent qui va durer 44 jours jusqu'au 18 septembre 1944. Pour soutenir le siège et l'avancée de ses troupes, la 8e armée va faire appel à des bombardements quotidiens. C'est la stratégie du marteau. On martèle jusqu'à dégoûter autant que faire se peut les Allemands et les écraser sous les bombes. 30 000 bombes lâchées depuis les airs et 100 000 obus tirés depuis terre et mer. La prise de Brest aura achevé de détruire la ville. Quelques jours plus tard, un habitant, Marcel Réaubourg, filme avec sa petite caméra amateur les ruines et le désastre dont il découvre l'ampleur. Qu'y aurait-il encore à récupérer dans ces débris qui jonchent le sol et ces immeubles éventrés ? Les Brestois ont tout perdu. Après 4 années de guerre, la ville est exsangue. Le bilan est extrêmement lourd. Dans l'ensemble de la ville, sur les 16 500 immeubles existants avant la guerre, 200 seulement ont été épargnés. Dans le centre-ville, c'est encore pire. 7 immeubles sur 5000 sont encore debout. 7 immeubles seulement. La ville entière est à reconstruire. Et cela va prendre plus de 15 ans.
Alors, la première étape de la reconstruction, elle est quasiment invisible, si l'on peut dire, puisqu'on s'occupe d'abord du sol, un sol qui est encombré des débris des immeubles et qui est aussi probablement encombré de quelques explosifs. Il faut donc d'abord déblayer et déminer avant d'entreprendre la reconstruction proprement dite autour de 1948. Dès l'automne 1944, on rétablit une circulation sommaire en repoussant à la hâte les gravats sur les côtés pour dégager des passages qui serpentent entre les ruines. Et quand le général de Gaulle visite en libérateur la ville, qu'il avait dû fuir 4 ans plus tôt, il est accueilli par une immense foule qui l'acclame, massée le long de son parcours, sur les ruines comme sur d'immenses gradins à ciel ouvert. Dans toutes les villes, les ruines, c'est des gravats, c'est des montagnes de gravats. Donc il a fallu réfléchir comment les enlever. Or, la France était appauvrie par la guerre et l'occupation. Il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas d'engin de levage. Donc souvent, les gravats ont été enlevés à la pelle, à la main, à la brouette, ce qui était long. Avec les moyens du bord, il faut aussi précipiter l'écroulement des façades qui menacent de s'effondrer sur les survivants. Et cela fait encore d'autres débris à évacuer. Sur l'ensemble de la France, le gouvernement évalue les gravats à déblayer à 100 millions de mètres cubes, l'équivalent de 40 fois la grande pyramide de Gizeh. Et puis, on les enlevait parce qu'on savait que là, on allait construire quelque chose, mais on allait les mettre où? Et ça aussi, c'était un problème. Alors, il y a un certain nombre de villes en France, Tours en particulier, mais il y en a d'autres, qui ont été, dans les années 50, entourés de boulevards périphériques. Et ces boulevards périphériques ont été construits sur les gravats. À Brest, c'est carrément la ville entière que l'on va rebâtir sur les gravats, que l'on ne sait où évacuer. Les couches s'accumulant, certaines rues ou certains quartiers vont se retrouver plusieurs mètres au-dessus de leur niveau d'origine. Ainsi, dans le centre, l'église Saint-Louis a été reconstruite au niveau de la nouvelle rue, mais 10 bons mètres au-dessus de l'ancienne église du XVIIIe siècle, dont quelques ruines sont encore visibles dans ses sous-sols. Avant-guerre, la rue Pasteur, ancienne rue nationale, descendait en pente continue depuis l'actuel hôtel de ville jusqu'à la rivière Panfeld. Des centaines de tonnes de gravats sont déversées pour la combler entièrement. Et aujourd'hui, elle débouche carrément 30 mètres au-dessus de son emplacement d'origine. Les urbanistes et les ingénieurs ont profité des destructions de la guerre pour changer totalement la topographie de la ville. Elle est aplanie grâce aux gravats, traversée par un grand axe, avec un plan carré, des rues perpendiculaires, tout adapté à la nouvelle société de l'automobile. Sur les ruines de la guerre est née une ville nouvelle du XXe siècle. Une réinvention qui a mobilisé des moyens considérables et pris de longues années. La reconstruction, c'est à peu près un chantier de 10 ans. On commence vers 1948 et la reconstruction peut être considérée comme achevée autour de 1958-1959, même si symboliquement, le dernier édifice reconstruit sera la maison du maire, c'est-à-dire l'hôtel de ville qui, lui, sera inauguré en 1962. 10 années pleines et plus de 4 ans de déblaiement. 8000 ouvriers sont mobilisés pour la seule ville de Brest pendant près de 15 ans. Et des chantiers comme Brest, il y en a dans toute la France. Un ministère spécial de la reconstruction et de l'urbanisme, le MRU, est créé dès octobre 1944, avant même la libération totale du pays. Mais tout cela se met péniblement en place dans une France où règne la désorganisation, les difficultés d'approvisionnement et une pénurie générale. Il y avait peu de main-d'œuvre, une main-d'œuvre pas qualifiée, il n'y avait pas d'outillage, il n'y avait pas de matériaux, donc on manquait de tout. Le grand problème, c'est comment reconstruire un pays quand toutes les voies de communication sont complètement aux 2/3 détruites. Les ports, évidemment, sont obstrués pour un certain temps ou à moitié détruits ou complètement détruits. Les gares de triage, les nœuds ferroviaires et routiers ont été bombardés. Les bombardements alliés ont systématiquement visé les chemins de fer et les ponts pour enrayer l'acheminement des troupes et du matériel allemand. Parallèlement,
les résistants ont été chargés de les saboter pour préparer le débarquement. Quant aux Allemands, ils les ont consciencieusement détruits pour protéger leur fuite devant l'avancée alliée. Une fois que tous les belligérants se sont acharnés sur les infrastructures, il n'en reste plus grand-chose. La France est à l'arrêt. En tout, 8000 ponts, ferrés comme routiers, ont été démolis, dont 700 l'ont été plusieurs fois au cours de la guerre. Un tiers des gares, 3/4 des lignes du réseau ferré et plus de 80% des locomotives sont détruits ou inutilisables. Même les plus petites routes, au fin fond du pays, peuvent être touchées. Car c'est une des autres caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale, notamment par rapport à la première. En 14-18, 13 départements seulement sont atteints, essentiellement dans le nord-est. En 39-45, les combats et les dommages se sont étendus à 83 départements, autant dire la quasi-totalité du territoire. Et la destruction des infrastructures va, en plus, isoler ces régions les unes des autres. Tout le sud-est de la France se trouve comme détaché du reste du pays. Tous les ponts du Rhône, de la Saône et du Doubs jusqu'à Besançon sont coupés, sauf 2 passages à Lyon. La Loire est quant à elle infranchissable, de son embouchure jusqu'à Nevers, isolant ainsi sud-ouest et nord-ouest. L'Oise est coupée jusqu'à Noyon, la Seine du Havre jusqu'à Troyes, à l'exception notable de Paris, épargné aussi bien par les Allemands que par les Alliés. Le territoire national se retrouve donc coupé, fragmenté. Il est urgent de le réunifier. Je crois qu'à l'époque, je crois que c'est le général de Gaulle qui dit ça dans ses mémoires, pour aller à Strasbourg depuis Paris, il faut 15 heures. Et si vous voulez, pour affermir l'autorité sur un territoire, il faut quand même pouvoir y circuler et montrer qu'il y a une autorité qui peut voilà, qui a une présence et qui peut se déplacer. À l'échelle des villes mêmes, les quartiers se retrouvent isolés les uns des autres. Les conduites de gaz ou d'eau sont éventrées. À la libération de Lyon, par exemple, il ne reste plus que 2 ponts sur les 26 que comptait la ville. En quelques jours, on en reconstitue dans l'urgence avec ce qu'on peut encore trouver comme bois ou ferraille. Tout cela alors que le pays est encore en guerre sur une partie de son territoire. Tout le monde détruit tout, hein. Et on rafistole assez rapidement à la libération parce que les destructions ensuite gênent les mouvements de troupes de l'armée française et des armées alliées. Dans cette espèce de mouvement de dévastation générale, on a toujours destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. C'est jamais très solide la reconstruction. C'est parfois pour faire passer au pas des chars ou des unités qui ne peuvent pas aller plus vite sans que le pont s'effondre. Pendant plusieurs années, après la fin de la guerre, les Françaises et les Français se déplacent dans la précarité la plus totale. Des embarcations de fortune font traverser des rivières. Des transbordeurs brinque-ballants remplacent des ponts effondrés. Et quand les trains s'arrêtent au bord d'un fleuve, les passagers traversent en bac pour rejoindre l'autre rive où les attend à l'arrêt un nouveau train dans lequel ils vont poursuivre leur voyage chaotique. Il faut déployer des trésors d'imagination pour remettre sur pied les ponts détruits, car on manque de matériaux, bois, ciment, métal. On réutilise tout ce qu'on peut pour rétablir des passages, comme ces pylônes d'une station de radio bombardée qui servent de passerelle au pont Lafayette à Lyon. Les poutres de maisons démolies servent de charpente pour consolider un pont sur la Loire. On achemine même de Normandie les fameux pontons flottants qui ont servi pour construire le port provisoire d'Arromanches après le débarquement, pour en faire des tabliers de pont. 180 d'entre eux vont servir à travers la France, jusqu'en Moselle, en Alsace ou dans le Jura. Un an après la libération, 3700 ponts sur 8000 ont ressurgi. Mais ce sont des réparations d'urgence, du provisoire. Et le temps du provisoire ne peut pas durer. En 1945, le ministère des Travaux publics estime qu'il faudra lui fournir 200 000 tonnes d'acier et 600 000 tonnes de ciment pour reconstruire tous les ponts.
L'effort est gigantesque. Partout, des centaines de milliers d'ouvriers, des millions, sont mobilisés pour remettre sur pied les transports, pour rétablir le réseau électrique à terre, dans les campagnes comme dans les villes, pour ouvrir le réseau fluvial et les écluses. Dans les mines, des centaines de milliers de gueules noires sont à pied d'œuvre pour fournir le charbon qui viendra alimenter les usines reconstruites. La bataille de la production devient la grande cause nationale qui unit un temps toutes les forces politiques, des gaullistes jusqu'aux communistes. Dans leurs usines aux doigts crevés, ils recommencent à forger pour cette tâche immense de reconstruction et de renaissance à laquelle la France entière se consacre. Ils savent que la grande nuit se termine. Et ils répètent ces mots d'immense espoir que leur a dit leur chef. Il n'y a pas d'exemple, que le printemps ne succède à l'hiver. Mais l'hiver se fait bien long et le printemps cruellement attendre. En 1948, cela fait 3 ans déjà que la guerre est finie. Mais aucune grande reconstruction n'a encore été entamée. Le logement n'est pas du tout la priorité. La France compte plusieurs millions de sinistrés, qui sont souvent aussi ces travailleurs auxquels on demande tant d'efforts. On a reconstruit les gares, on a reconstruit les chemins de fer, on a reconstruit les grandes usines, et les mines, etc. Donc, disons, l'appareil productif a été remis en route, mais en attendant, les gens se logeaient où ils pouvaient. Alors, ça veut dire soit dans leurs immeubles qui étaient à moitié effondrés. Ceux qui n'étaient pas totalement effondrés, s'il y avait un trou dans le toit, on mettait des bâches. S'il n'y avait pas de carreaux aux fenêtres, on mettait du carton. Soit chez des amis ou des connaissances, et le fait d'habiter à 5, 10 dans un petit appartement, ça a été un élément d'une partie de la vie quotidienne des sinistrés. Pendant plusieurs mois, plusieurs années même, une vie s'organise vaille que vaille dans les ruines. On bricole de quoi dormir à l'abri. Les commerces s'installent dans les rez-de-chaussée éventrés. Les enfants sont accueillis dans des écoles à ciel ouvert, ou presque. Il y avait quand même 1 Français sur 8 qui était déclaré sinistré. 1 sur 8 n'était pas dans la rue, mais enfin, il était dans un logis endommagé. Donc, il disait, c'est pas possible, on va au-devant d'une crise sociale, il faut faire quelque chose, et tant pis, il faut mettre des baraquements provisoires qui serviront en attendant la reconstruction définitive. Pour fournir des logements d'urgence à ces millions de Français que la guerre a laissés sans logis, le gouvernement va acheter auprès des pays alliés des dizaines de milliers de baraques provisoires ou recycler celles qui ont servi après la Première Guerre mondiale dans le nord et l'est de la France. C'est ainsi que des cités entières de baraques en bois se sont érigées en périphérie des grandes villes sinistrées. Elles peuvent compter jusqu'à 10 000 habitants qui apprennent à y vivre durablement, y tissent de nouveaux liens sociaux et y reconstituent peu à peu leur vie d'avant. Les meubles aussi ont disparu dans les décombres. Le ministère en fait produire en série et les vend aux sinistrés à un prix symbolique, payable en tickets de rationnement. Et pour la décoration, on récupère dans les bases de l'Atlantique, à Brest ou à Lorient, des pots inutilisés de peinture de camouflage des sous-marins allemands. Le jaune et le gris. Près du Havre, quand le camp Philip Morris, un des fameux camps cigarettes, est abandonné par les soldats américains qui rentrent au pays, il est immédiatement réinvesti par les sinistrés. Il va servir de très longues années. Ses habitants ne le quitteront que dans les années 80. Un employé municipal y logera même jusqu'en 2003. Toutes provisoires qu'elles étaient, certaines baraques servent même encore aujourd'hui, 75 ans après la fin de la guerre. D'habitation ici au Havre, de baraques de jardin au milieu d'une cité de Brest, ou de maisons de vacances à quelques mètres des plages du débarquement. À Caen et dans sa banlieue, des quartiers pavillonnaires